La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Shut up! Oh, Nelly, look at this. You do know the difference. Voilà exactement ce que j'aimais. I'm not a complicated man. I like cinema. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, vous écoutez Le 7ème œil, un podcast cinéma dans lequel on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de rentrée, certes un peu tardive, on est fin septembre, mais quand même, ça reste le mois du retour sur les bancs de l'école, donc quoi de mieux qu'un épisode sur l'enfance. On en est au 11e épisode du 7ème œil et dernier épisode de la saison 1. On arrive doucement vers le mois d'octobre, notre mois anniversaire, et donc un mois qui signera peut-être quelques changements. Et comme d'habitude, pour parler de cinéma inlassablement, je suis accompagné des meilleurs, Gauvin. Salut. Et Dorian. Ouais, salut. Ça va ? Il a répété ce que j'ai dit. Ouais. Mais ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien. Pour ce dernier épisode de la saison, c'est Gauvin qui a choisi le thème. Comme je le disais, on va vous parler de l'enfance, mais surtout de la place de l'adulte dans la vie de l'enfant. Qu'il soit dans le film ou derrière la caméra, l'adulte est au cinéma un personnage qui contrôle plus ou moins l'enfant. Soit réalisateur, il le dirige, soit parent, il l'éduque. Derrière ou devant la caméra, l'adulte est une influence majeure. Et pour parler de l'enfance, on a comme d'habitude sélectionné 4 films centrés sur des personnages d'enfants qui nous ont chacun marqués pour des raisons différentes. On va vous parler du classique Les Goonies et sa bande de préados chercheurs de trésors, de Coraline et de son exploration de l'autre monde dans le film éponyme, du destin tragique de Seta et Setsuko dans le film qu'il a fallu revoir pour cet épisode Le Tombeau des Lucioles, et enfin on parlera de la très jeune Anna dans le film espagnol méconnu L'Esprit de la Ruche. On va donc évoquer l'enfance à travers divers âges, des 4 ans de Setsuko dans Le Tombeau des Lucioles aux 16 ans de Brand dans Les Goonies. On verra que l'enfance ne s'arrête pas nécessairement où commence la fin de l'insouciance. Pour débattre autour de ces films, on va comme d'habitude tenter de répondre à une problématique. Y a-t-il un adulte derrière les yeux de l'enfant ? Autrement dit, quelle place l'adulte occupe-t-il dans ces films ? Quelle influence a-t-il sur le personnage de l'enfant ? Peut-être que la dimension autobiographique des réalisateurs se racontant eux-mêmes enfants est à analyser. Peut-être que tout n'est que pure fiction et que les personnages d'enfants sont totalement indépendants d'un quelconque contrôle. Bref, c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cet épisode. Et pour entamer ce 11e épisode du 7ème œil, je propose qu'on commence par le film le plus intergénérationnel de la sélection, Les Goonies, de Richard Donner. Hey, Mike found a map! One-Eyed Willie! My dad told me all about him. See, One-Eyed Willie stole treasure once, and then he got into this cave, and he's been there ever since, trapped. You guys, just what if this map could lead to One-Eyed Willie's rich stuff? À Astoria, Oregon, pendant que la famille Fratelli s'évade de prison, on va suivre une bande de copains, les Goonies, relativement déprimés. Leur quartier va se faire raser pour devenir un terrain de golf. Mikey, Brand, Choco, Bagou et Data sont tous dans la maison de Brand et Mikey et s'aventurent dans le grenier des deux frères. Ils y découvrent une carte pour trouver le trésor du pirate Willy le Borgne et y voient l'opportunité de sauver leur quartier. Ils partent donc à l'aventure accompagnés plus tard de Steph et Andy, mais les Fratelli ne vont pas leur faciliter la tâche. Alors les Goonies, dans cet épisode, c'est un film sur lequel on s'est tous mis d'accord. Donc Gauvin, est-ce que tu peux nous dire en quoi Les Goonies est un film qui parle de l'enfance et dans lequel le regard de l'adulte a une certaine importance ? Ouais, déjà, je pense que je vais commencer par ce qui paraît le plus bête à dire, parce que toutes les personnes qui ont vu et un petit peu analysé les Goonies se mettent d'accord sur ça. C'est qu'on est carrément sur une histoire qui pourrait être imaginée par les enfants, qui sont les personnages principaux du film. C'est une histoire qu'on a tous vécue enfant dans notre jardin avec les copains ou tout seul avec un bout de bois dans la main, d'aller chercher un trésor, etc. Moi j'ai un exemple tout con, c'est quand j'ai vu Arthur et les Minimoys la première fois, pas forcément un excellent film, mais cette scène où Arthur fouille dans le grenier de son grand-père et trouve des indices menant à la carte, qui machin bidule, ça me faisait rêver. Je me disais, je veux trop aller dans mon grenier, trouver une piste, je sais pas, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. J'ai fouillé plusieurs fois dans des petites cassettes que mes parents gardaient en me disant, ça se trouve, je trouve un truc fou, même un écrit, un truc à la con. Et je pense que déjà, rien qu'avec ça, on peut dire que ce film représente carrément bien l'imaginaire de l'enfant et la façon dont il va jouer. Mais là, dans un contexte précis, et c'est là où je trouve que le film est intéressant, c'est qu'on est dans un contexte très réaliste du déménagement, en fait, de simplement ce groupe d'enfants qui va se retrouver séparés.
Que ce soit parce que le quartier va être racheté, que vraiment à la fin ils vont pouvoir faire en sorte que le quartier ne soit pas racheté ou quoi, que ce soit vrai, que ce soit faux, c'est pas forcément le plus important, mais ces enfants vont être séparés et ils vont, malgré leur âge différent les uns des autres, trouver un point d'entente sur le fait de vivre une dernière aventure en fait. Donc c'est du Spielberg et je trouve que Spielberg c'est le roi pour pouvoir adapter le monde de l'enfant sous toutes ses formes. Et bah du coup dans ce film-là, t'avais dit un truc, Nina, t'avais dit pourquoi pas avoir en fait dans ces personnages d'enfants le passé en fait du réalisateur, pourquoi pas ce truc autobiographique. Et je me dis que Spielberg ayant ce parcours derrière lui et même après les Goonies devant. Alors Spielberg, il est producteur hein, du coup du film. Chardonnay, Ouais. Ouais, c'est vrai. Enfin, il a quand même une place importante, je pense, dans la réalisation. Spielberg, il suit de J'avoue près que ses je saurais projets. pas dire son rôle qu'il avait dans le film. Enfin, en tant que producteur, il a quand même vachement mis sa patte. Après, parce Oui, que- bien sûr. Spielberg, hein, Mais c'est juste Spielberg. précise. ouais, pardon, ouais, Je t'as raison. précise juste. T'as raison. Mais du coup, moi je vois ça à travers Spielberg parce qu'il l'a toujours fait, mais peut-être même de Donner, c'est ça? Ouais. Non, celui qui a fait Superman. Ah, D'ailleurs, la d'accord. petite ref, c'est quand il y a le monstre humain un peu qui déchire son Oui, t-shirt, c'est le S avec Superman. oui, bien Oui, vu. Petite Sinoc. ref par rapport à ça. C'est vrai. Bah du coup, je pense qu'il y a ce truc autobiographique de ses rêves d'enfant, mais qu'on peut retrouver. Alors certes, du coup c'est pas Spielberg, mais il a quand même vachement sa patte. Mais même dans des l'aventurier de l'Arche perdue et compagnie. Bien sûr. Bien sûr. Mm. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai pas forcément envie de faire une giga analyse parce que je pense que les Goonies à lui seul a déjà été traité maintes et maintes fois. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par-dessus vous. Par rapport juste à ce que tu disais, Gauvin, de sa puise dans l'enfance des réalisateurs, moi, il y a une petite anecdote sur laquelle je suis tombée pour compléter, c'est Chris Columbus, Mhm. qui est donc le scénariste des Goonies, Réalisateur d'Harry Potter. réalisateur d'Harry Potter et de plein d'autres choses, et scénariste de beaucoup de films aussi. S'est inspiré aussi de son enfance parce qu'il a grandi dans l'Ohio et il explique s'être régulièrement aventuré dans des mines abandonnées. Ah d'accord. Donc il y a vraiment une patte de ce que lui a vécu, de son univers, de l'état vraiment qu'il a vécu, qui se retrouve dans les Goonies. Donc l'adulte derrière les yeux de l'enfant, c'est non seulement Chris Columbus d'une certaine manière, mais sans doute Richard Donner et pas mal Spielberg. Ok. Voilà. Bah, si je pourrais faire une analyse, moi je trouve qu'il y a vraiment un antagonisme par rapport aux adultes. C'est-à-dire que d'un côté, on a vraiment les adultes comme représentés comme les méchants et que justement les enfants ont comme but de s'affranchir de ces adultes. Bah, déjà les deux, c'est un peu, je sais pas si on peut appeler ça des huissiers ou j'en sais rien, mais ça reste des adultes et c'est eux qui du coup obligent le groupe d'enfants à faire leur quête et tout. Et donc du coup, bah, il y a même les Fratelli, je crois, ils s'appellent comme ça. Ouais, c'est ça. Les trois, bah, c'est des adultes, pareil, ils sont même représentés de manière très ridicule, justement pour se foutre de la gueule des adultes. Parce que là, on a vraiment comme vocation de mettre les enfants sur un piédestal et de ridiculiser les adultes. Mais d'un autre côté, on va voir les adultes comme les antagonistes, mais on va aussi se rendre compte que bah, les enfants font quand même ça pour des adultes, leurs parents. Donc il y a quand même c'est pas une fatalité de dire que les adultes sont méchants. Et même le monstre qui est quand même un peu plus adulte, on va dire, bah, il se lie quand même d'amitié avec Chuck, c'est ça? Non, Choco. Choco. Ouais. Mm. Donc voilà. Et je trouve qu'il y a aussi évidemment un gros dialogue sur le capitalisme, évidemment, sur justement le capitalisme et sur l'industrialisation. Et justement, je trouve que là où c'est dommage, c'est que bah, là où ils auraient pu faire une fin qui pourrait se résoudre autrement que par une richesse matérielle, bah ils l'ont vraiment fait en fait. Ils ont Je vraiment vois ce que tu veux ils ont dire. servi de l'argent justement pour répondre au capitalisme, alors que justement la richesse il y a tellement de formes de richesse beaucoup plus impactantes avec des valeurs beaucoup plus fortes. Bah je trouve que c'est dommage parce que bah, ils ont répondu à l'argent par l'argent. Je trouve ça dommage. Et par contre là, je trouve qu'il y a une très bonne représentation du capitalisme et justement du fait que le capitalisme consume l'être humain. C'est la scène, je sais pas si vous vous rappelez, justement quand ils rentrent dans le bateau et que t'as plein d'or et t'as des squelettes et tout Ouais. autour de la table. Bah, justement, c'est vraiment la métaphore d'accord. du capitalisme, c'est-à-dire tous les hommes qui sont autour d'une table remplie Mm. d'argent et qui sont complètement consumés par Bah, cet c'est argent. des pirates. C'est Le pirate, c'est le capitalisme. C'est des pirates, hein. mais voilà, c'est une très bonne métaphore, je trouve, du capitalisme. Et Ouais. surtout, on a ce côté faut écouter les enfants, même si t'es adulte, faut qu'on regarde encore la lune parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Dans le sens où le dernier plan, c'est le bateau. C'est le bateau qu'on voit sortir de l'eau.
qu'on voit partir, c'est vraiment le dernier plan, et c'est vraiment pour montrer que, écoutez, vous pensez que nous, enfants, on dit n'importe quoi, on rêve et tout ça, regardez, ça existe. Comme quoi, on crédibilise un peu les rêves et les dires des enfants, je trouve. D'accord. Donc voilà, pour moi, les Mais Goonies. il y a un truc que tu disais sur les adultes que je trouve super intéressant. Tu disais les adultes sont les antagonistes, mais en même temps pas totalement, parce qu'ils font ça pour les parents, etc. Et pour moi, en fait, si on se met... alors j'essaye de retrouver mon âme d'enfant, j'essaye de me mettre à la place des enfants, et je me dis, un enfant, il voit pas les adultes comme une entité. Il y a ses parents, qui sont un type d'adulte, il y a les autres gens, les autres adultes là, qui en sont d'autres, et le personnage de Sinnock, qui du coup, ayant une sorte de retard mental, en fait, c'est un adulte, mais qui est comme eux. Un adulte comme un peu enfant. enfantin, ouais. C'est pour ça qu'il se lie d'amitié, justement. Ouais. Et du l'enfant. coup, pour moi, il y a vraiment ce... D'après un enfant, et je le vois bien, j'imagine bien en fait ça en tant qu'enfant, ce truc de les adultes c'est les grands, on va pas traîner avec eux, ils sont relous, genre les policiers ils nous croient pas, etc. Nos parents c'est le refuge, on va tout faire pour les aider, etc. Et puis cet adulte qui va être un peu cool, genre un peu le tonton sympa, etc. Finalement, puisque c'est un peu Sinnock, c'est ce grand qui est gentil, c'est en mode un adulte il peut être cool, il peut être sympa et tout. Et donc je pense que si on imagine ce truc des adultes derrière les yeux de l'enfant, il y a aussi ce côté où il faut aussi savoir réinterpréter la façon dont on voit les gens à travers les yeux d'un enfant en tant qu'adulte. Ça me paraît assez compliqué, et je pense que dans les Goonies, c'est un des films de la sélection où c'est le mieux fait, je trouve. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est comment s'adresser à l'enfant aussi pour obtenir sa confiance, ou pour... là, dans ce cas-là, il y a des types d'adultes qui sont mis en place. Tu as l'adulte qui protège, l'adulte qui est un danger, et l'adulte qui est comme nous. Tu fais peur aussi, parce qu'il y a aussi un cadavre d'un adulte, c'est quand... Ouais, c'est vrai que le film est quand même assez Il y a- sombre. On ferait plus la même chose aujourd'hui. Bah oui. Ouais, c'est assez sombre. Mais ouais, effectivement, c'est un film qui te montre aussi comment, je pense d'une certaine manière, s'adresser aux enfants, comment il faut croire les enfants, effectivement. Et... On voit voilà. surtout dans Coraline aussi. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on va aller direct sur Coraline après, étonnamment. On peut, je pense. Maman, qu'est-ce que tu fais là au milieu de la nuit? Tu arrives juste à temps pour dîner, mon trésor. Non, vous n'êtes pas ma mère. Ma mère n'a pas de... Bouton. Il te plaise? Je suis ton autre mère, ma chérie. Va dire à ton autre père que le dîner est prêt. Ah, dépêche-toi. Il est dans son bureau. Bonsoir. Bonsoir, Coraline. Tu veux entendre ma nouvelle chanson? Mon père ne joue pas du piano. Ce n'est pas la peine. C'est le piano qui joue de moi. Oh! Ma nouvelle chanson parle de Coraline. Elle est belle comme un cœur et c'est ma copine. Elle est comme un joli bouton de rose qui fleurit dans les yeux de tous ceux qui voient Coraline. Quand elle part en exploration, sa maman et moi n'avons que passion et admiration pour notre Coraline. Coraline Jones est une petite fille qui déménage avec ses parents contre son gré. L'endroit est boueux, il pleut tout le temps, il fait gris, bref, Coraline a le mal du pays et s'ennuie énormément. Pour tuer le temps, son père lui conseille d'explorer la maison. Elle va découvrir une petite porte cachée derrière le papier peint. En ouvrant la porte, elle ne trouve qu'un mur de briques, mais une nuit, elle va suivre une petite souris et en ouvrant la porte, un tunnel apparaît. Elle le traverse et se retrouve dans un monde parallèle avec ses autres parents, son autre père et surtout son autre mère, des êtres étrangement accueillants avec des boutons à la place des yeux. Tout porte à croire que la vie est meilleure dans ce monde, mais Coraline s'apprête à vivre un véritable cauchemar et non un rêve merveilleux. Coraline, c'est le film que tu as choisi, Gauvin. Donc tu enchaînes sur une deuxième présentation d'un deuxième film, et un film qui est très important pour toi. Peut-être que je vais faire un peu comme Dorian, mais il fait partie de mon top 3 de mes films préférés. Donc là, c'est vraiment le cas. T'as le droit, de temps en temps. J'ai du mal à classer, mais j'avoue que Coraline m'a tellement marqué. C'est vraiment le film qui, je pense, qui a guidé mon enfance. Parce qu'il est sorti un truc, je vois sur ta feuille 2009. Ouais. Donc j'étais carrément dans la tranche d'âge pour comprendre et assimiler le film à ma propre vie, en fait. Donc
Bah déjà, j'ai envie de faire un petit jeu de mots parce que quand même, on parle de l'adulte derrière les yeux de l'enfant. Et là, les yeux, c'est quand même vachement important. On est vraiment sur... pour aller un peu trop loin directement dans l'analyse, mais les yeux comme reflet de l'âme. Donc, on a cette jeune fille qui vit dans un monde tout à fait normal, même si tout à fait, c'est pas forcément le bon mot, mais dans le monde réel, et qui, une fois arrivée dans cet autre monde, se retrouve entourée de personnes qui n'ont pas Dieu. Sauf les chats noirs, et pourtant les chats noirs n'ont pas d'âme, et ça c'est bizarre. Enfin, non, mais on a cet autre monde parfait, idyllique, qui forcément, sinon il n'y aurait pas de film, devient démoniaque, terrifiant, horrible, dangereux, tout ce qu'on veut. Et du coup, forcément, ces petits boutons à la place des yeux qui pourraient symboliser, parmi tant de symboliques différentes, le fait que ce ne sont pas des humains, et du coup qu'ils n'ont pas d'âme, que ce ne sont pas des êtres vivants. Et on peut même les assimiler, pour la plupart d'entre eux, à des esclaves, des robots, hein, puisque c'est le terme, dirigés par une sorcière maléfique, du coup, qui, d'ailleurs, à la fin, perd ses boutons et n'a vraiment plus rien. Elle n'a plus d'yeux, plus de boutons, elle T'as a plus d'âme après, hein. elle a plus rien. Donc, Coraline, c'est intéressant parce qu'en fait, ça peut être analysé de 10 000 manières différentes, mais c'est toujours assimilé à l'enfance d'une manière ou d'une autre. Par exemple, moi j'avais déjà fait plusieurs analyses du film par rapport à ce couloir et cette transition entre le monde réel et le monde fictif. On peut y voir ici la naissance, puisque ça a un aspect un petit peu de trois bébés, on va dire, ou ça peut être, pourquoi pas, une adolescence avec cette consommation abusive de choses qui rendent très heureux, mais qui à la fin ça rend très triste. On peut y voir ça, on peut y voir en fait beaucoup de choses qui vont avoir attrait à en fait typiquement la tranche d'âge qu'a Coraline dans le film, puisqu'elle est dans un âge où on commence à être délaissé par ses parents qui ont justement un objectif un peu plus personnel. Ils ont plus comme optique de s'occuper de leur famille, mais de sortir un catalogue de jardinage. Projet essentiel, hein, finalement dans une vie d'adulte. Et donc délaissé par les parents qui vont de moins en moins s'en occuper, puisque début de l'adolescence, on peut passer par 10 000 étapes différentes. Et typiquement, moi j'ai remarqué dans ce film que je pense un petit peu d'autobiographie. L'abandon a amené à des déboires à Henry Selick et peut-être à son équipe, puisqu'on ne peut pas dire que ce soit le seul réalisateur, puisque c'est un studio entier. Et que c'est une adaptation aussi. C'est une adaptation, mais c'est aussi une volonté propre du coup de Henry Selick de faire une histoire qui parle de l'enfance, parce que en fait Coraline a à la base été imaginée en tant que Moon Girl, qui était un court-métrage qui avait été fait par le studio Laika, qui ressemble énormément en fait à Coraline. Donc certainement aussi que le matériau de base était autobiographique, mais en tout cas je le vois vraiment là, et j'imagine que Henry Selick a ressenti la solitude et peut-être la solution facile à la solitude quand il était à cette tranche d'âge. Voilà. Donc là, pour le coup, 10 000 façons possibles de voir l'adulte dans les yeux de l'enfant. Mais ce que je ressors surtout de là, moi, c'est que on a en fait une vraie fusion à la fin du film par rapport au début du film entre l'adulte et l'enfant. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant et que les Goonies n'a pas du tout, puisque les Goonies c'est vraiment une histoire d'enfant. Pour moi, on est sur des adultes qui réalisent un film qui parle d'un enfant, mais qui parle d'un enfant qui devient adulte. Parce que justement, ce tunnel, pour moi, symbolise plein de choses différentes, notamment l'adolescence. Ouais, c'est une quête initiatique pour grandir. On a ça dans beaucoup de films. Hein. Et c'est vrai que c'est un peu... non seulement c'est une adaptation d'un livre de Neil Gaiman, qui pour plein de raisons est assez autobiographique aussi, hein, parce que j'ai vu une anecdote comme quoi il a grandi dans un vieux manoir où il y avait aussi une porte qui donnait sur un mur de briques. Voilà, il y a une petite anecdote comme ça. Mais en plus, moi j'y vois beaucoup Alice au Pays des Merveilles, comme tout le monde. Ouais, de Chihiro surtout. Et j'y vois aussi, effectivement, pour moi, Chihiro et Coraline, c'est des films qui sont très très similaires sur plein de points, notamment sur cette inspiration d'Alice au Pays des Merveilles, mais qui sont 3 œuvres qui parlent de ça, qui parlent du fait de sortir de l'enfance, mais pas tout à fait, parce que c'est pas vraiment des pré-ados. Enfin, Coraline, je saurais même pas lui donner un âge, mais Chihiro, elle a 9 ans, 10 ans. Coraline, elle doit en avoir peut-être un petit peu plus. Et Alice, c'est une adulte quasi. Ah ouais. Pour moi, dans l'histoire originale d'Alice, il y avait, si je me trompe pas, alors c'était il y a longtemps, mais il y avait une histoire de mariage arrangé et compagnie.
Ah, Donc, après c'est- ça, Après là-bas, à l'époque. il peut y avoir des mariages arrangés à 12 ans. hein, Ouais, c'est, Certes, mais du coup, à 12 ans, t'es considéré adulte, quoi, quelque part. ouais, Donc ok. pour moi, il y a ce truc La de... perception en tout cas de Lewis Carroll Ouais. n'est pas forcément la même du C'est ça. personnage. Et puis bon, Lewis Carroll a plein aussi d'autres problèmes Oui, non, bien sûr. donc qui font qu'il n'a pas une perception de l'enfant qui est similaire. Mais en tout cas, ouais, il y a cette histoire-là. Donc je pense que cette analyse du couloir comme de quelque chose de très, comment dire, de très, très maternel et en même c'est temps de quitter la mère, il y a quelque chose d'assez fort et je pense que c'est hyper intéressant comme analyse. Ouais, la puberté aussi, peut-être. Totalement. L'entrée à La puberté, puberté. bien sûr. En fait, je pense que tout ce qui a attrait à l'adolescence est beaucoup plus présent dans Coraline qu'on va le retrouver dans Chihiro ou Alice au Pays des Merveilles. Mm. Mais malgré le fait que Alice au Pays des Merveilles a beaucoup de liens avec des trucs de grands, mais quand même, Coraline, je trouve qu'on a ce ressenti beaucoup moins métaphorique et beaucoup plus terre à terre de voilà comment une adolescence peut être si turbulente. Et Ouais. le côté fictif de l'histoire, même pour quelqu'un, je te prends Dorian comme exemple, mais tu me diras si j'ai raison ou pas, même pour quelqu'un qui n'a jamais vu le film au préalable, qui le voit pour une première fois, le côté fantaisiste n'entache pas la réalité du propos. Non, absolument pas. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça, moi je vois totalement ça comme... et donc je l'avais fait dans une petite analyse que j'avais fait personnellement. Je voyais la réunion de tous ces personnages à la fin, de ces adultes, etc., autour d'un verre de jus de fruits, si je ne me trompe pas, comme le fait que Coraline devenait adulte, c'est-à-dire qu'elle arrive à traîner avec les adultes, à faire des choses d'adultes, etc., mais elle arrive aussi à faire en sorte que des personnes qui n'ont jamais réussi à passer à l'âge adulte, puisqu'ils sont restés dans leurs rêves du passé, c'est-à-dire vouloir faire un cirque de puces, vouloir de nouveau avoir une vie personnelle au-delà d'avoir une vie de famille par rapport à ses parents, ou alors deux personnes âgées qui ont eu une vie, au final toute leur vie a été une vie de batifolage et de frivolité. Donc que des personnes qui n'ont jamais réussi à passer à l'âge adulte arrivent maintenant à faire un apéro dans le jardin comme des gens civilisés, voilà. Donc je voyais aussi ça, comme le fait que l'âge adulte n'est pas forcément atteint à 18 ans, mais l'âge adulte est passé après la réalisation du fait de ce que c'est qu'un adulte, de ce que c'est qu'un enfant, et l'acceptation en fait quelque part de ça. Ouais, complètement. Coraline, oui, comme tu l'as dit, Gauvin, c'est la première fois que je le vois. Et pour moi, c'était une très très bonne surprise. C'est un très très bon film. Donc, tous ceux qui écoutent, je vous conseille vraiment de le voir. Et même surtout du regard d'adulte, vu que c'est un adulte qui réalise, comme tous les films. C'est vrai que c'est très intéressant aussi, justement, qui fait prendre conscience aux adultes, justement, d'apprendre à écouter les enfants. Parce qu'on a vraiment cette exposition du personnage de Coraline qui est vraiment. Elle est plein de vie, mais par contre, elle a des parents ennuyants, qui sont pas, limite, ils n'ont pas d'âme et tout ça, ils sont dans leur travail, et c'est ennuyant. Donc, tu as vraiment un discours sur l'adulte, par un adulte, qui quand même montre que l'être humain l'adulte peut être vite ennuyeux, et justement, de montrer ça permet justement de dire aux adultes de garder leur âme d'enfance pour justement essayer déjà d'écouter leur enfant et de pouvoir être plus heureux, tout simplement, je pense. Donc voilà. Pour tout ce qui est le passage dans l'autre monde, c'est vrai qu'on jongle très souvent entre féerie et horrifique. Déjà, on commence par la féerie et graduellement, on se plonge dans l'horreur, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que même quand on quitte ce côté irréel de féerie horreur, quand on est dans la réalité, on retrouve toujours ça. Et surtout, même par le dernier plan. Même si on le voit avant, le dernier plan, là en ce moment, je suis dans les derniers plans sur cet épisode. Avant, j'étais sur le premier plan, là, je suis sur les derniers. Et sur les derniers, je sais pas si vous vous rappelez du dernier plan, c'est du coup c'est la maison justement qu'on voit s'éloigner, il me semble. Si on peut analyser ce plan, on a de la féerie, de l'horreur, rien que dans ce plan-là qui fait dire que même quand on quitte le réel, on est quand même dans cette féerie horrifique. Donc la maison elle est rose, on a la pancarte, je crois Pink Palace en rose, pareil, donc ça va faire appel à la féerie. Mais par contre, tout autour, on a le chat noir qui est quand même fait partie quand même du code de l'horreur. On a la brume, on a des branches mortes. Donc c'est ce mélange de horreur féerie. Je trouve ça très intéressant de dire que dans la réalité, tu as toujours ce côté-là, sachant que quand tu es dans l'irréel, c'est plus féerie d'un coup, énormément, et horreur d'un coup, énormément. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Là, il y a un mélange. Ouais, voilà, là, il y a un mélange beaucoup plus subtil, je trouve, et c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai. Si je peux me permettre une petite dernière anecdote. Vas-y. Je t'en supplie. En fait, tu disais que les adultes, du coup, étaient chiants parce que voilà, ils
ils avaient leur propre projet, etc. Et jamais ils venaient s'amuser avec l'enfant. Et bah même dans la réalisation du film, il y a eu un peu ce souci-là. J'ai vu ça sur un making-of il n'y a pas très longtemps. Et en gros, quand le studio a réalisé tout plein de scènes un peu inutiles, ils se sont permis de les laisser traîner en longueur. Par exemple, quand Coraline discute avec ses parents, que ses parents ne l'écoutent pas, elle se met à taper du pied par terre, elle se met à secouer la porte d'entrée, etc. Des trucs qui, en boulot, ça demande du temps monstre, etc. Et quand les producteurs ont vu ça, ils ont voulu couper ces scènes-là parce que ici on veut être dans le direct, c'est un film pour enfants, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit... Voilà. Et au final, ils ont réussi à laisser ces scènes-là dans le film. Et tous les enfants qui ont vu Coraline ont été marqués par Coraline. Donc les enfants étaient touchés par ça, donc les réalisateurs comprenaient comment parler aux enfants, alors que les producteurs ne comprenaient pas du tout. Pas écouter les producteurs, ils veulent l'argent, ils veulent pas le côté artistique. C'est ça. Ouais. Ah, c'est intéressant comme anecdote. Ouais. Mais effectivement, ça revient complètement à ce que tu disais, Dorian, de comment on s'adresse aux enfants, comment il faut écouter les enfants et que peut-être qu'on comprend mal les enfants, parfois. Qu'il faut écouter Henri Selick, qui a bien compris comment fonctionnaient les enfants. On le voit dans toutes ses œuvres, pour faire très court. Ouais, bien sûr. Mais peut-être juste pour juste rediriger tout ça sur la problématique, peut-être qu'on peut conclure un petit peu là-dessus. Donc là, y a-t-il un adulte derrière les yeux de l'enfant? Bon, littéralement, il y a des adultes derrière des yeux de boutons. Mais il y a un adulte derrière Coraline, enfin il y a des adultes qui sont là pour la contrôler, entre guillemets, il y a ses parents, il y a des adultes qui sont là pour la surveiller à travers des poupées, et il y a Henri Selick qui est là derrière pour l'animer. Et, ah oui, bien vu. Et donc ça, je pense que c'est important de le souligner, même si on a un autre film d'animation dans la sélection, mais je pense que la problématique se prête d'autant plus à des films d'animation, et notamment des films d'animation en stop motion, où là le contrôle de marionnettes est à 100% présent. Et moi, c'est ce que ça m'évoque quand on a parlé de cette problématique-là. C'est vraiment un adulte qui tient... Enfin, on a cette espèce de dessin un peu de caricature qu'on voit souvent, mais cet adulte qui tient l'enfant comme une marionnette. Et c'est un petit peu comme ça que s'ouvre le film, finalement, avec une marionnette, avec l'autre mère qui conçoit Coraline. Et je pense qu'on peut même enchaîner sur le deuxième film d'animation, ouais, complètement. Le tombeau des Lucioles de Isao Takahata. Notre maison a brûlé. Demain, nous irons à Nishinomiya chez notre tante. Je veux pas retourner chez la tante. Nous allons habiter ailleurs. Seta et sa petite sœur Setsuko, 12 et 4 ans, grandissent dans un Japon rural en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Lors d'un raid aérien, leur mère est blessée et meurt des suites de ses trop graves blessures. Seta et Setsuko vont devoir se débrouiller sans leurs parents, leur père étant engagé dans l'armée de mer. Ils vont d'abord chez leur tante, mais n'étant pas vraiment les bienvenus, ils vont vite partir vivre seuls. Seta est un enfant, mais il va devoir précocement devenir un adulte pour protéger et nourrir Setsuko, désormais sous sa seule responsabilité. Alors le tombeau des Lucioles, déjà pas merci Dorian, parce qu'on a dû revoir ce film, on a dû repleurer désolé, hein. Pour une nouvelle fois. De quoi? T'as pleuré encore? Ah bah bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. C'est un film, il me déchire le cœur. Il est incroyable. Bah franchement, Le tombeau des Lucioles, c'est vraiment un grand film on parle de l'enfance, j'étais obligé d'en parler, surtout pour la problématique. Donc Isao Takahata, il nous offre pour moi l'un des films les plus naturalistes en vrai du studio Ghibli, parce qu'on traite vraiment d'un contexte qui est assez fort, assez puissant, et on parle de la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve qu'en fait c'est ultra efficace justement de se servir du regard d'enfants pour parler de la guerre, parce que c'est des enfants. Donc ils sont insouciants, ils sont innocents, et justement ça va être très facile pour le spectateur d'être pris d'empathie par des enfants, pour nous faire découvrir la cruauté de la guerre, tout simplement. Et du coup, on va passer tout le film à suivre Seito et Setsuko. Seita et Setsuko, pour vraiment se rendre compte du Japon qui souffre, le Japon qui est pauvre, le Japon en ruine, les cadavres, on va montrer les choses crûment, et c'est les enfants qui vont voir ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez dur, surtout pour un film d'animation.
mais ils assument parce que justement le réalisateur se sert des yeux des enfants pour nous faire vivre l'horreur du Japon et nous faire vivre de ce qu'ont vécu le Japon. Et même c'est dur pour les enfants parce que même les adultes sont déshumanisés complètement. Ils ont aucune pitié pour les enfants. On peut voir par exemple la tante en fait qui s'en fout, genre vraiment elle fait culpabiliser les enfants, alors que si je spoil au cas où, si par exemple elle aurait gardé ses enfants tranquillement, enfin les enfants tranquillement, bah ils seront pas morts tout simplement. Bam, ils sont morts. Le spoil. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça. Faut aussi, j'ai pas envie de la défendre, mais il faut aussi comprendre qu'on est dans un moment où si on... Enfin, elle a déjà 2 bouches à nourrir, enfin 3 bouches avec la sienne. Et les enfants sont 2 bouches de plus qui ne rapportent rien. Ouais, donc en fait, elle est obligée de nourrir 2 personnes de plus mais du coup, tu qui travaillent pas. Tu prends le risque de laisser les enfants dans la nature justement en période de guerre, sachant qu'ils ont très peu de moyens de s'en sortir. Je trouve ça pas très responsable, surtout pour un adulte. Non, bien sûr, mais là, c'est des circonstances très 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 particulières de rationnement et compagnie. J'ai pas envie de la défendre, évidemment. C'est un personnage qu'on aime bien détester. Si on reprend ce principe-là, il y a aussi le fermier là quand il vole des patates justement pour sauver sa petite sœur, Seita. Il se fait carrément rouer de coups, alors que c'est un adulte, frère. Vraiment, faut. Ah, mais encore une fois, c'est très particulier. Tous les enfants de 12 ans commencent à voler les patates de ce mec-là. Mais encore une fois, tu vas pas jusqu'à rouer de coups un enfant. Bien sûr. Déjà. Et c'est quand même un cas particulier. On est à un moment de guerre. Du coup, c'est ce que je dis, ça déshumanise complètement les adultes. Les adultes et les enfants, ça déshumanise l'humain en règle générale. C'est justement un animal qui a juste besoin de. C'est là où c'est intéressant parce que ceux qui sont le moins déshumanisés, c'est les enfants justement, parce que du coup on est pris d'empathie envers eux et puis c'est vrai que dans le studio Ghibli, tous les films il y a une sorte de corrélation avec plusieurs thèmes qui revient, genre la nature, l'enfance, mais il y a aussi les esprits, et les esprits c'est vraiment l'un des plus grands marqueurs du studio Ghibli. Et ce qui est très intéressant, c'est que le studio Ghibli fait souvent ça, ils le font justement dans le Tombeau délicieux, c'est on mélange les esprits à la réalité, et c'est ce qu'ils font très bien, ils le montrent, on le voit vraiment, c'est pas subtil mais c'est pas forcément voulu il faut vraiment le montrer, c'est que quand ils sont morts, bah du coup t'as cette colorimétrie marronâtre, et t'as les lucioles justement qui sont tout autour, et de l'autre côté bah t'as une colorimétrie, bah t'es naturaliste pour vraiment montrer le vivant tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand ils sont vivants, bah, tu as quand même des symboles de mort, dont les lucioles. Et les lucioles, pour moi, vraiment, si on peut traduire la métaphore des lucioles, c'est justement, il y a une phrase de Sessoko qui dit pourquoi les lucioles meurent tout de suite. Bah, ça fait référence à eux, pourquoi ils meurent tout de suite, tout simplement. Donc les lucioles, c'est un peu la métaphore de eux qui vont mourir très rapidement, quoi, en raison de ce qui se passe, quoi. Je suis pas sûr que la métaphore des lucioles, je saurais pas comment l'analyser, mais je sais pas si c'est comparable à la courte vie de Setsuko. La phrase, Setsuko, mais... la phrase, elle est quand même marquante, quand même. Elle est parlante. On parle des lucioles qui ont quand même. Pourquoi ils meurent si vite, alors qu'ils meurent très rapidement quand même, les enfants. Genre ça fait quand même écho. Pour moi ça. Ouais, après, pour moi, les lucioles ont une autre métaphore qui est un petit peu, pour moi, une sorte de blague. C'est-à-dire que le village dans lequel vivaient donc nos héros et leur mère a brûlé. C'était une bombe incendiaire qui est tombée dessus. Et leur seule source de bonheur instantané, ils sont rassurés quand ils voient ça. C'est les lucioles qui sont un peu un symbole du feu, quelque part. Oui, il y a ça aussi, évidemment. Ça et ils sont rassurés par le feu qui pourtant a brûlé leur maison et qui cause tout leur malheur, en fait. Donc dans un optique japonais où on peut voir beaucoup de métaphores aux esprits, beaucoup de mysticisme, etc., c'est assez amusant parce qu'on peut imaginer qu'ils sont rassurés par leur propre mort potentielle. Rassuré par le destructeur, en fait. Et la longévité de la luciole, pour moi, va aussi avec le fait que les lucioles sont condamnées à brûler, en fait. Comme eux, c'est ce que je dis, du coup, ils sont condamnés eux aussi à mourir très rapidement, quoi. Ouais, il y a la dimension de l'éphémère qui est assez, qui regroupe tout ça. C'est vrai.
Bon, moi je pars sur un petit peu autre chose, mais je reviens toujours un petit peu sur ce côté, dès qu'on peut reparler un petit peu de l'autobiographie des auteurs. Vas-y, mais c'est ton thème en fait. c'est mon thème, mais je me suis dit, l'adulte derrière les yeux de l'enfant, il y a quand même des chances pour que ce soit aussi le réalisateur. Et Takahata, dans plusieurs interviews, il évoque un moment assez traumatisant de son enfance, parce qu'il a vécu la Seconde Guerre mondiale quand il était enfant. Et il explique que lors d'un raid aérien, il a perdu, il était seul avec sa sœur, donc sa grande sœur, et il a perdu de vue ses parents pendant 2 jours. Ah ouais, ok. Voilà, donc il était vraiment petit, hein. Il me semble qu'il avait peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un événement évidemment qu'il a très mal vécu quand il était petit, et ça l'a beaucoup inspiré pour Le Tombeau des Lucioles. Donc je pense que Setsuko est un peu le personnage qui peut rappeler l'enfance de Takahata sur ce point-là. Et il y a autre chose que j'aimerais évoquer, c'est que moi j'ai du mal à parler du Tombeau des Lucioles sans parler de Totoro, parce que c'est un film qui est sorti la même année et qui a été distribué au Japon souvent dans des doubles programmes avec Le Tombeau des Lucioles. Ah d'accord. Voilà. Ah mais c'est vrai, je me rappelle de ça. Ah, c'est marrant. C'est marrant. 2 bangers la même année. Ah, mais deux énormes films, de très grands films. Et Le Tombeau des Lucioles était diffusé en premier, et après, pour un petit peu apaiser les spectateurs et sécher les larmes, on mettait Totoro. Et c'est 2 films qui sont très similaires sur plein de points. Donc c'est 2 films évidemment qui parlent d'enfance, on aurait pu mettre Totoro dans notre sélection. Ouais, totalement. C'est 2 films très similaires déjà sur la structure du duo, c'est des duos à chaque fois. C'est un enfant de 4-5 ans et un plus grand de peut-être une dizaine d'années. 10 ans pour Totoro et 12 ans dans Le Tombeau des Lucioles. Et il y a plus de magie évidemment dans Totoro, mais il y a toujours ce sous-texte de guerre. C'est beaucoup moins évoqué dans Totoro, mais ça se passe quand même, on pense plutôt au milieu des années 40, mais le thème est évidemment traité de manière moins frontale. Mais ça parle quand même de la guerre, ça parle quand même des conséquences de la guerre et de l'exode forcé de pas mal de Japonais à la campagne ou dans des endroits qui étaient plus safe. Et ça parle aussi de la mère. Ça parle surtout de maternité. De maternité un peu retirée aux enfants. La mère elle meurt dans Le Tombeau des Lucioles des suites de ses blessures, et dans Totoro elle est très malade. Donc il y a énormément de points communs entre ces 2 films. Alors je ne sais pas comment Takahata et Miyazaki ont travaillé. Ils étaient déjà dans le studio Ghibli tous les deux. Takahata c'était déjà le maître à penser de Miyazaki, c'était déjà son idole absolue. Mais je ne sais pas s'ils ont travaillé tous les deux sur l'écriture des films en parallèle, parce qu'il y a tellement de choses communes que c'est assez étonnant quand même. Tombeau des Lucioles, comme je l'ai dit, il reste très réaliste. Donc je trouve qu'il se démarque un peu de tout le reste des Ghibli, de Miyazaki justement, où on part vraiment dans des univers complètement c'est souvent comme ça qu'on les évoque, hein. Miyazaki c'est vraiment la fantaisie, Takahata c'est vraiment le presque documentaire, hein, sur beaucoup de films. Bien sûr. Mais après on a, comme je dis, il y a quand même du Miyazaki pour moi dans le côté esprit. Là on retrouve, c'est pour ça les deux, ça m'étonne pas qu'ils ont quand même travaillé ensemble pour Tombeau des Lucioles. Parce qu'on a les 3 quarts pour moi c'est du Takahata, et le quart des esprits c'est Miyazaki, je pense. Après on retrouve ce côté naturaliste de ouf, mais bon c'est aussi ce qu'on retrouvera dans le prochain film. Tout à fait. Après les lucioles, les abeilles, puisqu'on va vous parler de L'Esprit de la Ruche. Año 1940. Un pueblo cualquiera de la meseta castellana. El espíritu de la colmena. Una visión sensitiva y poética del mundo de los niños y de su aislamiento en el interior de la familia y la sociedad. Anna est une petite fille de 6 ans vivant dans un village rural en Espagne. Un jour, une équipe de cinéma itinérant vient projeter un film dans la salle des fêtes de la mairie, un film qui va bouleverser la vie d'Anna, Frankenstein. Anna voit le film avec sa sœur Isabelle. Cette dernière est très terre-à-terre et constate les trucages. Quant à Anna, elle a été à la fois terrifiée et fascinée pendant la projection et pense que tout ce qu'elle a vu pendant le film est bien réel. S'ensuit une quête pour rencontrer l'esprit. C'est comme ça qu'Anna et sa sœur Isabelle appellent le monstre de Frankenstein. Parallèlement à cette histoire, la quête d'Anna sera entrecoupée de scènes axées sur son père, apiculteur et quelquefois philosophe. Il réfléchit longuement au fonctionnement des abeilles. Alors L'Esprit de la Ruche, c'est un film que j'ai choisi, et pour une fois, c'est vrai que dans les épisodes précédents, ça arrivait que Gauvin fasse des choix de films avec lesquels on était plus ou moins en désaccord. Ça arrive très souvent. Ça arrivait, pas très souvent, ça arrivait quelques fois. Allez, hein. Ou avec Dorian, on était soit déçus, soit on était en désaccord sur un choix de film ou peu importe. Et là, je crois que c'est mon tour, parce que L'Esprit de la Ruche n'a pas plu à mes fidèles comparses. J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous en dire. Alors, moi, L'Esprit de la Ruche, c'est un film que j'ai découvert l'année dernière, donc c'est assez récent.
Je l'ai découvert un peu par hasard. Quelqu'un m'en a parlé en me disant que c'est un film qui est injustement méconnu, que c'est un chef-d'œuvre du cinéma espagnol qu'il faut plus mettre en avant. Et on a pas mal parlé aussi de cinéma iranien, parce que moi, c'est un cinéma qui me parle beaucoup. Dès que j'ai l'occasion de parler de cinéma iranien, et notamment de Kiarostami, je le cale. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de Kiarostami, c'est cette façon de filmer la ruralité avec une grande pureté, et cette façon d'utiliser l'enfant comme véhicule pour le spectateur. Et c'est ce qu'on a dans L'Esprit de la Ruche, puisqu'on va suivre cette petite Anna qui est extrêmement mignonne. Elle est trop mignonne, cette petite fille. Qu'on suit tout le long du film et qui a une façon de jouer qui est assez déconcertante, parce qu'on ne sait jamais vraiment si c'est du jeu ou si c'est du naturel. Il y a une part vraiment de documentaire dans le film. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir que pendant le visionnage de Frankenstein, la projection était réelle. On a vraiment projeté Frankenstein devant Anna et devant sa sœur Isabelle. Et elles ont réagi naturellement au film. Et elles ont peut-être été traumatisées comme leur personnage au film. Parce que c'est vrai que c'est un film particulier, surtout que voilà, faut savoir aussi qu'il y a une scène dans Frankenstein où Frankenstein est avec une petite fille et il finit par la tuer, sans faire exprès, mais quand même. Oui. Donc quand on est une petite fille, c'est pas facile de voir cette scène-là, et c'est quand même relativement marquant. Et alors, donc ce film-là, moi je le trouve très intéressant pour notre problématique, parce que comme je le disais juste avant, l'enfant est un véhicule pour le spectateur, un véhicule utilisé par le réalisateur, et donc on en revient à ce qu'on disait pour les marionnettes et pour l'animation en général, c'est que l'enfant est entre guillemets une marionnette. Je n'ai pas envie de l'utiliser dans le sens péjoratif, mais l'enfant est utilisé et dirigé par le réalisateur, et en même temps, comme là on est dans un film où la frontière entre fiction et réalité est assez fine, en même temps, je pense qu'il n'est pas constamment une marionnette et que l'enfant est assez indépendant sur plusieurs points. Et c'est ça qui me semble assez marquant. Mais je crois que ça n'a pas Tu utilises le terme chef-d'œuvre à tout le monde. J'ai toujours du mal avec l'utilisation du mot chef-d'œuvre, parce que qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre ? Est-ce qu'il y a autant... Un chef-d'œuvre, c'est la pièce maîtresse d'une œuvre. Comme c'est le seul film que j'ai vu du réalisateur, je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Je peux dire que Le Tombeau des Lucioles... Non, je pourrais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, parce que j'aime beaucoup d'autres films de Takahata et je pense que c'est pas forcément le meilleur. Mais Coraline, pour moi, est un chef-d'œuvre, par exemple. Par contre, pour le côté, documentaire, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que justement, on emprunte, ça je ne savais pas la ref pour le fait que vraiment ils ont vraiment filmé l'expression de Anna en direct. Mais oui, d'Anna et des autres enfants. Oui, Anna et des autres enfants. Et oui, c'est filmé comme un documentaire, c'est-à-dire que on a des plans longs, des plans contemplatif, et puis même il y a des fragments en fait, c'est complètement des fragments qui sont éclatés dans l'espace de moments de vie, et c'est vraiment filmé comme un documentaire, et on a vraiment ce côté où Anna, elle est observatrice de la vie, elle se nourrit de la vie et apprend les côtés traumatisants comme les moments de joie tout simplement. Et justement, moi, comment je pourrais, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce renvoi aux alvéoles qu'on voyait sur la porte, les formes alvéolaires, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, et c'est au colorimétrie jaune qui fait référence au miel. Je sais pas comment on pourrait l'analyser, mais moi, si je pouvais l'analyser, les alvéoles pour moi c'est des fragments, et vu que là on filme des fragments de vie, et c'est comme si par exemple chaque alvéole était un fragment de la vie d'Anna, et que le tout était la ruche qui est la vie finalement. Donc moi c'est comme ça que je le verrais. Mais moi personnellement, si on peut faire limite une très brève critique sur ce que je pensais, c'est vraiment long, c'est chiant. 1h30. Et ouais, mais justement, ça le problème, c'est que ça dure pas longtemps, mais c'est long. Voilà, mais bon, en tout cas, intéressant quand même d'avoir fait cette découverte. Merci. Mon Gauvin, je crois que tu avais pas mal d'idées sur la représentation justement de l'alvéole, du motif de l'alvéole dans le film. Alors. Le problème, c'est que je vais trop dire ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. C'est que je trouve que ce film aborde beaucoup de choses. Donc, on a parlé de Frankenstein, on a parlé des alvéoles, on a parlé du coup de la vie. Moi, je vois aussi pas mal de dieux, puisque Frankenstein, ça incite forcément au fait qu'il y ait la religion et compagnie dans l'histoire. Le côté aussi scientifique et méticuleux du père qui peut se retrouver dans le fait que Frankenstein c'est une créature créée par l'homme, ça. Plein de choses sont abordées et rien n'est traité à mon sens, c'est-à-dire que on dépose plein de choses, voilà,
on s'inspire de films, notamment l'expressionnisme allemand, où on pourrait retrouver aussi ce qui se fera plus tard par rapport à l'histoire du film, mais ce qui se fait plus tôt par rapport à la réalisation, c'est-à-dire les films de la Hammer. Du coup, on retrouve plein de choses de plein de films qui sont posés là. Et après t'en fais ce que tu veux. Justement, je pense que le côté documentaire fait qu'on nous montre, mais on va pas forcément nous approfondir parce que c'est justement des plans, c'est de la contemplation. Et voilà. Et oui, c'est aussi peut-être pourquoi on n'est pas forcément rentré dans l'histoire, parce que c'est une histoire, mais c'est surtout des images d'une vie. C'est comme si par exemple on ouvre un album photo et qu'on feuillette. On regarde juste des images, mais le fil conducteur est compréhensif, mais il est moins précis. Du coup, ça donne moins matière à pouvoir approfondir ces photos, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'album photo, parce que je me suis fait une réflexion en voyant le film et du coup ça me guide encore plus là. Mais en fait, quand j'ai vu ce film là, j'avais pas encore revu les 3 autres, j'ai commencé par celui-là. Et en fait, ça m'a permis d'analyser les autres films d'une certaine manière en ayant vu celui-là, parce que j'ai vu le film comme si du coup je regardais un album photo, je voyais une photo, par exemple je voyais une photo de moi gamin, et là je vais me dire mais qu'est-ce que je pensais à ce moment-là. Et là c'est exactement ce que je ressens en voyant du coup L'Esprit de la Ruche, c'est j'arrivais pas à mettre dans la tête de Anna ou de Isabelle. J'essayais plus avec Anna parce que c'était plutôt le personnage principal. Mais à la limite là on pouvait essayer de voir ce que voulait dire le réalisateur, et s'il y aurait un message par rapport à ça, je pense que ce serait peut-être de la prévention, peut-être. Genre justement de... Mais le problème c'est que vu que comment il a fait son tournage, qu'il a montré frontalement, c'est pas vraiment la prévention du coup. Mais j'avais pas cette histoire en tête, mais ok. Même je pense vraiment pas qu'il y ait de volonté propre à ce film. Alors après, peut-être que j'ai pas compris, mais je pense pas que le réalisateur ait eu envie de partager un message universel avec tous les spectateurs. Même si j'ai pas apprécié le film, je peux quand même dire que chaque personne qui va voir le film va voir des choses différentes. Donc je pense pas que le réel ait un message. Ouais. Et du coup, ce que je pensais par rapport au fait que voilà, je comprenais pas ce qu'il y avait dans la tête de Anna, c'est que je me suis rendu compte vis-à-vis de la problématique de y a-t-il un adulte derrière les yeux de l'enfant, c'est j'ai du mal à me remettre dans une pensée d'enfant. Que ce soit en voyant L'Esprit de la Ruche où j'étais totalement perdu, ou que ce soit en voyant Les Goonies où j'étais en train de me demander mais quid du réel et du fictif, alors qu'en fait un enfant se poserait pas la question, il se dirait que tout est réel, ou je sais pas, en fait j'arrive même pas à savoir ce qu'il se dirait. Dans L'Esprit de la Ruche, c'est ce qui se dirait, hein. Ou en tout cas c'est le cas de Anna qui pense que ce qu'elle voit est réel en voyant Frankenstein. Donc il y a forcément une dimension je pense nous mettre aussi à la place d'un enfant, puisqu'on se demande si ce qu'on a face à nous est réel ou pas. Et c'est exactement le débat entre Anna et Isabelle, puisqu'Isabelle elle sait que c'est pas réel, et elle va lui dire non, c'est pas réel, c'est du maquillage, c'est des trucages, c'est du faux, c'est du cinéma. Et Anna elle va pas être si certaine. Donc déjà je pense que ce débat-là représente déjà ce que nous en tant qu'adultes qui avons déjà vu des films en plus, donc voilà, il y a un vrai débat là-dessus. Mais après pour te répondre, Dorian, sur est-ce qu'il y a un message dans le film, je pense pas qu'en règle générale, je crois l'avoir déjà dit dans le podcast, mais je pense pas qu'un film doive avoir un message. Je pense que ça peut, si le réalisateur a besoin de partager quelque chose et faire un film, c'est peut-être une très bonne idée, mais je pense pas que ça soit obligé pour faire un bon film. Et là, je pense qu'il y a en plus pas mal de messages, finalement. Mais je pense que le but principal du film, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Gauvin, c'est, je pense, de laisser le spectateur se faire une propre idée de ce qu'il est en train de voir, en lui donnant des indices, en lui donnant des petits éléments. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce cinéma-là. Moi, je suis assez cliente de cinéma art et essai. Voilà, je dis ça avec un gros cigare dans la bouche et un petit chapeau haut de forme. Non, moi j'aime vraiment, mes premiers degrés, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment le cinéma art et essai, le cinéma un peu expérimental, ou le cinéma qui va tenter des choses, notamment en jouant avec la fiction et la réalité. Et c'est le cas de ce cinéma-là qu'on n'a pas forcément en France, mais pas forcément dans le cinéma espagnol, mais si dans le cinéma espagnol, ça arrive régulièrement. Dans le cinéma espagnol, ça arrive. Non, c'est clair. Et notamment aussi le cinéma du Moyen-Orient, notamment iranien, encore une fois. Mais oui, il y a plusieurs messages. Et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Gauvin, en off, tu disais que ce qui te gênait notamment avec ce film, c'était le fait que tu pouvais pas le voir sans avoir vu d'autres films avant. Ou même, je disais, sans avoir d'expérience dans ta vie. Exactement, si tu n'avais pas des connaissances au préalable. Parce que le film se déroule après la guerre d'Espagne, et il y a un contexte assez fort des conséquences de la guerre sur la ruralité, sur la misère en Espagne. Même si on suit des personnages qui sont très loin de la misère, mais qui vivent quand même dans un climat
Enfin, ils sont entourés de misère. Et effectivement, si tu sais pas ça, c'est un peu... des riches, quoi. Oui, on suit vraiment des riches. Mais si tu sais pas ça, peut-être que tu apprécies moins le film et que tu comprends moins de choses. Mais au final, je pense même pas, parce que je pense que quand tu as ce contexte-là de guerre, et effectivement, tu comprends aussi les réflexions un peu philosophiques du père qui réfléchit autour des abeilles et autour du fonctionnement de la ruche, autour du fonctionnement de la société des abeilles, du système militaire des abeilles qui fait écho à la guerre. Mais je pense que si tu sais pas que le film a été réalisé après la guerre d'Espagne, ou qu'il a eu un certain nombre de références, notamment à l'expressionnisme allemand, bah, tu l'analyses autrement, je pense, tout simplement. Je pense que tu l'analyses avec toi, ta propre perception des abeilles, toi, ta propre... Bon, après, faut être un peu actif, je pense, pendant ce visionnage. C'est pas un film que tu regardes en simplement en appréciant ce que tu vois et en prenant ce qu'on te propose de prendre. Je pense qu'il faut être un peu dans la réflexivité. Mais effectivement, je peux comprendre que ce soit un film qui fasse pas l'unanimité, mais c'est un film d'ailleurs qui est pas très reconnu non plus dans le milieu du cinéma, malgré le fait qu'il soit effectivement dans la liste Sight and Sound 2022, je crois. Ah, ça va alors, ça va. Liste du, je crois, British Film Institute, si je dis pas de bêtises. Du coup, des 100 meilleurs films de l'histoire. Des 100 meilleurs films, ouais, selon le Sight and Sound, donc un magazine de cinéma. Mais il y a plein de films très peu connus dans cette liste, hein, d'ailleurs, Ouais. Donc c'est pas... Il y a Interstellar dans... Non, c'est pas un gage de qualité, c'est beaucoup de films anciens, d'ailleurs, et beaucoup de films à réessayer. Mais tout ça pour dire, je pense que c'est un très grand film dans sa manière dont il traite l'enfance, dans sa manière dont il traite la perception du cinéma par l'enfant, la fiction par l'enfant, dans la manière dont il réussit à comparer le système de la société des abeilles et la société dans la ruralité espagnole. Et je pense que si on va un peu vers la conclusion, y a-t-il un adulte derrière les yeux de l'enfant? Alors là, j'ai trouvé très peu d'éléments sur l'enfance de Victor Héris. Mais le fait que le film commence sur des enfants au cinéma qui regardent un film et qui peut-être voient naître une certaine cinéphilie, moi j'ai du mal à pas y voir de l'autobiographie, parce que Victor Héris, voilà. Et puis c'est un grand cinéphile, hein, Victor Héris. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'autobiographie là-dedans. Et la manière dont Oana observe, c'est peut-être la manière dont lui, il a observé, peut-être, je sais pas. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a de ça, ou en tout cas c'est inspiré sans doute d'une expérience qu'il a dû vivre lui aussi. Voilà. Mais après, tu disais, tu disais que tu aimais le cinéma d'art et essai et ce côté justement mélange entre fiction et réalité. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'aller dans des films aussi élitistes pour pouvoir transmettre un message. Non, c'est vrai. Pour pouvoir transmettre un message aussi clair et même plus clair. C'est-à-dire que si je prends pour exemple le fait qu'on mélange un enfant qui voit des choses qui sont potentiellement fictives, potentiellement réelles, que les adultes ne sont pas du tout dans le même délire, mais que forcément les adultes en fait ont une implication dans le fait que l'enfant se soit développé de cette manière. On a Le Secret de Terabithia ou Chasseuse de géants, qui sont des films totalement ouverts à tous, quoi, qui sont... mais là, la frontière entre fiction et réalité, elle est intradiégétique. Ben là aussi. Dans le sens où elle est vraiment dans le film. Là, la différence, elle est pas que dans le film, elle est dans notre perception. Moi, je me pose la question à certains moments dans ce film de si on est sur de la fiction ou de la réalité. Coraline. Mais Coraline, tu le sais que c'est de la pure fiction. C'est de l'animation. Ah, tu veux dire, ok, d'accord. Tu veux dire par rapport à la guerre d'Espagne, par rapport à tout ça, tu veux dire dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie, dans le sens où, par exemple, Le Secret de Terabithia, la fiction et la réalité, c'est vraiment dans le film. Toi, tu sais que tu vois un film avec un scénario, un film purement de fiction. Ce que tu veux dire. L'Esprit de la ruche, tu te poses des questions, toi, spectateur, tu vois. C'est ça que je veux dire. Je sais pas, ça me paraissait tellement fictif. Moi, j'ai pas vu une once de réalité. C'est vraiment très réaliste dans la manière dont c'est fait. Ouais, mais en fait, j'ai tellement étudié, par exemple, le cinéma italien. Et dans le cinéma italien, donc c'est, si je me trompe pas, c'est le néo-réalisme italien, si je me trompe pas. Tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu crois être super réaliste et compagnie, bah, malgré tout, t'as tellement de personnes qui dirigent derrière, direction d'acteurs et compagnie, que malgré le... Pas forcément. Ça dépend. Dans le néo-réalisme italien ou dans la nouvelle vague en France, on le sait parce que c'est assez proche de nous. Bon, l'Espagne aussi, c'est assez proche de nous. Mais donc on a suffisamment de connaissances, bon, peut-être nous aussi, étant donné qu'on a un peu étudié le cinéma quand même, mais pour savoir comment fonctionne un tournage, comment fonctionne la production, réalisation, etc. Mais il y a dans certains pays où les films sont réalisés vraiment par 1, 2, 3 personnes.
Ah oui, mais ça je suis Tu d'accord, vois, mais je pense pas dans le secret de l'esprit de la ruche, pardon. Bah je sais pas. Pour moi, c'est Bon, après, je trop. me suis pas assez renseigné peut-être aussi sur la façon dont a été le film, mais Après, j'ai essayé de pas trop m'enseigner non plus, parce que j'aime pas trop apporter au podcast le fait d'apporter des choses réelles, des choses en plus. Enfin, Ouais, pour ouais, moi, il bien faut sûr. étudier le Après, film. des fois, c'est important pour savoir Certes, comment le film a mais, été construit et comment le réalisateur a élaboré sa vision. Mais pour moi, du coup, dans ce film-là, il y avait vraiment. Enfin, je voyais le réal derrière dire fais ça, fais ça, fais ça. Ah ouais. Vraiment, moi, ça m'a. mais Ça moi je m'a trouve le choqué. jeu tellement Bah, limite, non, au naturel. contraire. Non, au contraire. Bah, je vais vous donner un exemple. Quand Isabelle joue la morte, qu'elle est allongée au Ouais. sol, Anna a un comportement qui, moi, personnellement, me paraît dirigé de fou. C'est-à-dire, attends 5 secondes avant de te lever, attends 5 secondes avant d'ouvrir la porte, attends 5 secondes avant de sortir pour aller voir s'il n'y a pas du monde dehors, regarde, il n'y a personne, re-rentre, etc. Je l'ai vu Je comme sais pas, ça m'a l'air très peu dirigé, moi, je trouve. Ah ouais. Ça m'a l'air peu dirigé. Je pense que il lui a donné un contexte, il lui a donné quelque chose et il a laissé la caméra tourner. Et c'est ce qu'il a fait, surtout pour diriger, il a laissé sa caméra tourner et c'est comme ça qu'on a eu des moments, je pense, très naturels. Et moi, je l'ai pas ressenti. Hein. Et si, le côté J'ai documentaire. pas ressenti, j'ai pas ressenti. Le côté documentaire, il est très présent. Non, ça m'a rien filmé. Les plans sont longs, genre C'est pas ça qui fait un documentaire. Bah si, justement c'est long dans le sens où tu poses ta caméra et tu vois l'action faire, tu présentes des mouvements, tu présentes des fragments de vie, tu vas pas juste faire tu vas pas juste raconter une récit, mais tu vas montrer des choses, tu vas montrer des choses qui n'ont pas forcément de sens, mais tu vas nous plonger dans une ambiance et c'est ça qu'il a voulu faire. Et c'est pour ça qu'on est dans plus du documentaire que dans le récit d'une histoire. Et c'est pour ça que pour moi, oui, ça crève l'écran. C'est la manière dont c'est fait. On dirait Terrence Malick qui pose sa caméra, qui part et il a 6000 heures de rush et après il fait son montage. Bah là, c'est pareil. Tu poses la caméra et justement, plus tu guides un acteur et moins tu auras d'instants naturels. Et là, ça prouve justement que vu qu'on a eu des instants naturels, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de direction d'acteur, je Moi, pense. je vois pas d'instant naturel. Moi, je vois dans ce sens-là plutôt. Vraiment, moi je les vois pas. Et puis ce côté, tu poses la caméra, t'attends que ça se passe, etc. Dans ce cas-là, t'as pas le droit de te permettre d'ajouter des petits plans d'abeilles avec des phrases psychologiques. Si, non, mais après, derrière. évidemment, ça reste un réalisateur, donc évidemment, il y a de la direction. C'est Il y a vraiment des réalisateurs dans des documentaires aussi. Enfin, dans tous les documentaires. bien sûr, mais dans tout cas, il y a la direction. Mais je pense que les 3/4 de comment il a dirigé Anna, c'est vraiment. Je te donne un contexte et je veux du naturel et je te donne pas trop d'indications. En fait, plus on donne d'indications et moins ça sera naturel. Donc, vu que c'est naturel, c'est logique que pour moi, il n'y a pas eu beaucoup d'indications. Je serais d'accord avec toi si je ressentais que c'était naturel. Voilà. Bon, bah après, ça ressenti. Ça. Voilà. Donc, Bon, en tout cas, je suis d'accord avec toi, Dorian. Je trouve que c'est très naturel. Ah, mais attends, mais j'ai dit un truc bien du film. Oh putain. Non, mais moi, je pense sincèrement avoir été face à l'une des actrices enfants qui m'a le plus bluffé dans sa façon de jouer la comédie. Et j'aime beaucoup les films avec des enfants qui jouent bien, donc j'en ai vu un paquet. Et ce film-là, Interstellar. Oui, Interstellar, oui. Mais tout Mais c'est bêtement, peut-être que c'est parce que je suis plus ce type d'enfant que ce type d'enfant, mais les Goonies, je trouve que, certes, il y a de la direction d'acteur, et c'est cramé, bien sûr, mais je trouve le jeu des enfants beaucoup plus naturel et réaliste que celui de Anna. Ça dépend où tu places l'enfant sur la carte, sur la temporalité. Les Goonies, Oui, c'est mais les je suis années d'accord. 80. Ça n'a rien à voir parce que c'est pas le même jeu en plus. Bah non, et alors C'est pas le même jeu, et c'est pas le même en fait, contexte. si pour toi c'est naturel, mais c'est juste que c'est des gosses qui s'amusent, c'est ce que font de base les enfants. Mais en même temps, quand tu mets un groupe d'enfants pour jouer dans le même film, forcément il y aura beaucoup plus de naturel parce que ensemble. Mais oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je trouve pas que ça soit comparable dans le sens où là, on parle de guerre, on parle de quelque chose de beaucoup plus mature, alors que c'est un enfant encore plus jeune que dans les Goonies. Donc ça a rien à voir, je pense. Je sais pas. Pour moi, le débat qu'on se posait En au fait, départ. depuis tout à l'heure, je défends l'esprit de la ruche alors que j'ai pas aimé ce film, c'est fou. C'est une folie de faire ça. Continue, Dorian, continue. Non, mais au départ, on se posait la question de y a-t-il un adulte derrière les yeux de l'enfant? Comment est-ce qu'il est là, etc. Et moi, je vois l'adulte derrière les yeux de l'enfant dans l'esprit de la ruche. Donc, pour répondre à la problématique, pour moi, je suis pas d'accord avec vous. Et voilà, pour moi, c'est cramé. Il y a vraiment la présence du réalisateur derrière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis pas allé voir quoi que ce soit sur tous les films dont on a parlé dans le podcast vis-à-vis du réalisateur. En un an de podcast, jamais je suis allé voir et me renseigner sur qui est le réalisateur, pourquoi est-ce qu'il a fait le film comme ça, comment il était à cette époque-là de sa vie, etc. Là, je suis ressorti là, je me suis dit, il faut que j'aille voir comment il est ce réalisateur. Parce que vraiment, je l'ai vu lui, en fait. J'ai vraiment pas vu un enfant. L'enfant était un
un outil pour pouvoir transmettre la volonté du réalisateur. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça, Mais c'est pour ce que moi, je disais au début. Tu vois, pour moi, l'enfant est un véhicule pour l'enfant transmettre. est marionnetté. Pour moi, l'enfant est marionnetté dans ce film. C'est une poupée. C'est clairement. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors que tu vas me montrer les Goonies, je vois pas le côté poupée. Je vois un partenariat entre l'enfant et le réalisateur qui font quelque chose en commun. Ouais, mais c'est vrai que là, je joue forcément. Là, on a une petite fille qui est vraiment très jeune et qui est forcément. Enfin, je me rends pas compte de la place de la direction, mais qui est forcément, qui a pas forcément la même aise face à la caméra, qui est toute seule en plus. Oui, donc, qui a pas, totalement. les rares scènes où elle est avec sa sœur, il y a des scènes où elle se marre et c'est des scènes aussi que je trouve personnellement très naturelles. Quand t'es avec sa sœur, c'est mieux. Ouais. En même temps, c'est normal. C'est mieux dans le côté naturel de la chose. C'est un autre. Après, dans le naturel de l'enfant qui s'amuse, c'est clair. Mais dans toutes les scènes où elle est seule, moi, je la trouve exceptionnelle, mais d'une autre manière, c'est sûr. Mais je pense qu'on va de toute façon pas réussir à être d'accord sur ce film. Non, mais c'est pas grave. Mais pour la conclusion, c'est intéressant de parler du fait que justement, je pense que le naturel dépend totalement de nous, notre enfance personnelle, et dépend du coup du contexte sociopolitique et historique dans lequel évoluent les enfants. Parce que en plus de ça, que ce soit dans les Goonies ou dans L'Esprit de la Ruche, comme c'est des films avec des acteurs, du coup c'est encore plus flagrant. On a 20 ans d'écart entre les deux films, et du coup les enfants ne sont pas les mêmes, avec 2 pays d'écart en plus. Il y a un vrai décalage qui fait que nous, en tant qu'enfants français des années 2000, on n'a pas du tout la même mentalité que l'enfant espagnol des années 60, puisque du coup l'actrice est quand même des années 60, ou l'enfant américain des années 80. Ouais. Donc je pense que y a-t-il un adulte derrière les yeux de l'enfant ? Et en fait, on peut peut-être de plus en plus le voir aujourd'hui, puisque, alors attention, je pars très loin, mais aujourd'hui on a une culture qui se développe internationalement, on partage beaucoup de choses grâce à Internet, qui fait que on va voir des films de tous les pays, comme tu le dis Nina, toi, tu vois des films du coup Afrique, etc., des films coréens qui sortent en ce moment et tout, il y a de tout. On a une culture qui s'internationalise de plus en plus, mais les enfants en eux-mêmes ne sont pas encore en âge, selon l'âge, mais tous ne sont pas encore en âge de pouvoir s'internationaliser. Donc peut-être qu'on pourrait de plus en plus voir, quand un film qui parle d'enfants et où le sujet est un enfant, le fait que l'enfant soit naturel s'il est plus tel qu'il est avec ses parents, ou alors s'il est dirigé par un réalisateur, s'il a une culture plus internationale, une façon de se comporter plus internationale, plus proche de ce qu'on peut voir partout. Je sais pas si j'ai été assez clair, mais Tout à fait. D'accord. Admettons, on fait un film aujourd'hui en France et on fait jouer un enfant français. Du coup, il va se comporter comme un enfant français au naturel. Ouais. Cela dit, si c'est un réalisateur qui va le diriger, lui dire comment faire les choses, il va s'inspirer lui de ce qu'il a vu des enfants de tous les autres pays, de tous les films qu'il a vus au préalable, pour lui dire de jouer de telle manière ou de telle manière, d'une façon beaucoup plus internationale. D'accord. Oui, quand tu dis international, je pensais que tu voulais dire occidental. Donc Non, c'était non, un vraiment peu, international. Ouais, ok. Genre l'enfant somme de tous les pays du monde. C'est ça. Ouais, d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se verra de plus en plus. Par exemple, c'est marrant, mais dans L'Esprit de la Ruche, vu qu'il regarde Frankenstein, qui n'est pas du coup un film espagnol, on pourrait imaginer que le réalisateur, ayant vu Frankenstein, allait diriger ses enfants comme il aurait pu le voir dans ce film-là. Et pas comme lui le verrait en Espagne. Comment est-ce que ça s'imaginerait un enfant en Espagne ? Je ne saurais pas faire l'analyse plus précise de ça parce que je connais ni les enfants espagnols des années 60, ni les enfants, c'était anglais si je ne me trompe pas, Frankenstein, je ne sais plus. Donc je ne saurais pas forcément faire une analyse plus approfondie, mais je pense qu'un enfant n'est pas encore entaché par le monde et ne peut pas avoir autant d'expérience et du coup de corruption de l'extérieur qu'un adulte. Je vous ai perdu là. Non, mais je vois pas comment rebondir. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais... Bon, après, on peut partir sur autre chose aussi. Ça, c'est une des facettes de l'adulte derrière l'enfant. Si on peut voir tous les messages qui se relient, je pense que vraiment, de la part du réalisateur, c'est l'écoute des enfants. Et justement, qu'on peut voir du coup dans Coraline ou les Goonies. Parce que vraiment, on a vraiment ce côté où on veut rendre réels les rêves des enfants, tout simplement. Et on les crédibilise, tout simplement. Après, pour L'Esprit de la Ruche et Tombeau des Lucioles, si on pourrait les lier... Les insectes. Les insectes, exactement. Non, mais en soi, forcément, tu peux les lier d'une façon très simple. C'est que, contexte de guerre, les enfants n'ont pas le droit de rêver. Là, dans le Tombeau des Lucioles, jamais eux-mêmes ne vont parler de plus que ce qu'ils vivent actuellement. C'est-à-dire que...
connaissant la faim, connaissant la maladie, connaissant l'abandon, etc., tout ce sur quoi ils peuvent se pencher, c'est aujourd'hui. Donc ils vont pas avoir la possibilité de rêver comme un enfant d'un monde idyllique tel que les Goonies ou Coraline, voilà, un monde sans danger, va pouvoir en fait chercher plus que ce qu'il n'a déjà. Et dans l'esprit de la ruche, même si étant enfant riche, enfant bien loti, ils le ressentent moins, on a quand même Anna qui subit un traumatisme assez fort avec le fait qu'elle rencontre un adulte qui devient son ami, mais que comme c'est un hors-la-loi pour une raison ou pour une autre, se retrouve tué, donc elle perd son ami qu'elle vient de se faire. C'est assez dur et traumatisant. Et traumatisant comme ce qu'ont vécu Setsuko et Seita, hein, la guerre, ça, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, je crois, mais je vais encore y revenir, mais la pyramide de Maslow, encore une fois, c'est-à-dire que dans un contexte où l'enfant pense à la mort, parce qu'en fait c'est typiquement ça, hein, que ce soit dans l'esprit de la ruche ou dans le tombeau des Lucioles, dans un contexte où l'enfant pense à la mort, le rêve, c'est impossible, quoi. Les seuls rêves que peut imaginer Anna, c'est de rencontrer un gros monstre. C'est terrifiant. Enfin, voilà, c'est son seul rêve possible. Alors que dans un monde dans lequel t'as même plus à te poser la question de la faim, de la sécurité, de la famille, de tout ça. T'es juste à te poser des questions sur ton propre bonheur et du coup ce que tu veux faire de ton avenir. Bah forcément, les Goonies, ils ont peur de se perdre les uns les autres parce qu'ils ont créé leur petit royaume à eux. Et dans Coraline, la peur de se retrouver toute seule et le besoin d'interaction avec ses proches, quoi. Donc, non, mais c'est clair, là on est tous d'accord pour dire que la peur est un thème transversal aux 4 films. Ouais, après il y a énormément d'autres thèmes, moi j'ai noté le courage, la curiosité, l'imagination. Mais la peur, forcément, ça répond d'une certaine manière, je pense, à la problématique, puisque l'adulte, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est notamment pour les Goonies, c'est à la fois l'être qui protège, auquel on peut faire confiance, auquel on peut se confier, et à la fois tout l'inverse, c'est quelqu'un de dangereux, voilà, faut pas parler aux inconnus dans la rue, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez comment dire, ou j'allais pas dire ça, mais t'allais dire quoi du coup dans le sens où il y a les deux opposés existent et donc l'adulte est un être complexe forcément pour l'enfant, aussi petit qu'il soit, il sait que l'adulte représente les deux facettes d'une même pièce. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que ça revient sur ce que disait Dorian par rapport à Coraline sur la scène finale, on voit le rêve et le cauchemar. Ouais. Et en fait c'est vrai que je pense que pour qu'un adulte fasse un bon film sur un enfant, puisque malgré le fait que je n'aime pas l'esprit de la ruche, je considère que il a autant sa place dans ce podcast que les 3 autres. Je pense que pour faire un bon film qui parle de l'enfant et où le sujet c'est l'enfant, un adulte se doit d'être beaucoup plus tranché. En fait, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des gentils, des méchants. Alors bien sûr, on peut faire des sous-lectures et compagnie et dire que voilà, aux yeux d'un adulte, il n'y a pas que gentils, méchants, etc. Il faut qu'il y ait du beau et du rêve et du terrifiant. Et si on veut se mettre à la place d'un enfant, c'est soit blanc, soit noir. Et c'est quelque chose qu'on remarque dans les 4 films. Ouais, faut simplifier l'univers que l'enfant perçoit, tu veux dire. C'est en fait l'humain, en fait c'est un peu ce que je pensais quelque part avec ce côté international. L'humain, il commence, il est pur, ce que tu disais Nina, il est pur dans le sens où il est simple. Et il se complexifie avec l'âge, avec les expériences, avec ce qu'il apprend, avec tout ça. Et pour revenir sur un enfant, obligé d'enlever toute cette complexité quelque part. Donc l'adulte derrière les yeux de l'enfant, il est là pour essayer d'apporter son plus qu'il a appris, etc. Mais pour ne pas dénaturer l'enfant, garder cette pureté en fait quelque part, garder cette simplicité. Et du coup c'est ce côté très tranché. Ne pas dire d'un film pour enfants, ouais c'est trop simple, vas-y, les méchants ils sont vraiment méchants et les gentils ils sont vraiment gentils. Quelque part, c'est que l'enfant imagine le monde comme ça au départ. Oui, bien sûr, c'est aussi de la survie d'une certaine manière pour l'enfant, tout à fait. On a dit beaucoup de choses pour la conclusion de cet épisode. Enfin, Gauvin surtout a dit beaucoup de choses. Oui, pardon, Non, mais t'as dit plein de choses très intéressantes, donc t'as bien fait. Donc Dorian, je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter. Côté conclu de mon côté. Mais je crois qu'on a bien conclu. Ouais. Et puis bon, on n'est pas d'accord sur l'esprit de la ruche, mais pas grave. Mais on a réussi à faire je suis pas d'accord avec toi, mais je t'ai contredit. Non, je suis d'accord avec toi, mais je t'ai contredit. Oui, c'est ça. En fait, donc, je sais pas pourquoi tu t'es dit je vais me racheter auprès de Nina.
Et en fait, finalement, c'est toujours Nina et moi contre toi. C'est super. Allez, comme ça. C'est toujours la même chose. Finalement, c'est très clivant ce podcast. On est Ouais, vraiment. ouais. Les gentils, c'est La Gauvin. Et les solidarité. méchants, c'est Nina et Dorian. C'est l'inverse, Voilà. c'est l'inverse. Ouais. Enfin, finalement, un peu de complexité. Hein. Nous, on fait un podcast pour les adultes, ok hein. J'arrive par rapport On au est thème. élitiste. Ouais. Comme l'esprit de la Ça, ruche, c'est sûr que Nina, visiblement. elle est super élitiste. Elle regarde des films. Et RSC, excuse-nous, oh là là. Elle nous parle de pays, on en a jamais entendu parler. L'Espagne, quand même, si t'as entendu parler d'Espagne. L'Espagne, c'est pas bon. C'est pas Franchement, je connais pas. Désolé d'avoir. J'ai fait LV2 allemand. Ah, chaud. Bon, soit. Mais Moi, désolé j'ai d'avoir fait des goûts LV2 finalement. expressionnisme. Ah, wow. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos plateformes, en priorité Instagram parce que c'est là que tout se passe. Et évidemment, vous pouvez aussi nous suivre sur Letterboxd pour Dorian et moi, puisqu'on est toujours contre Gauvin qui n'a pas Letterboxd. Et parce que je suis le gentil de l'histoire. Voilà. Ah là là. Mais que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui compose des musiques qu'on utilise notamment régulièrement pour les hors-séries. Mais donc allez écouter ce que Gauvin fait parce que c'est super bien. Et on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode Qui sera du 7e le œil. premier épisode de la saison 2. Tout à fait, le premier épisode de la saison 2, donc une saison qui va annoncer une nouvelle direction artistique, peut-être plein de nouvelles choses. Donc on se retrouve en octobre. Ah, c'est ciao. Bisous. Des bisous.